Bonjour, on se retrouve avec le dernier exercice dans le cadre des activités d'évaluation et de soutien concernant le premier chapitre de l'unité de géodynamique externe. Donc on a un tableau qui représente les résultats de l'analyse granulométrique de 3 échantillons de sable de 100 grammes prélevés de différents milieux sédimentaires. Donc on a ici les diamètres des particules, donc des intervalles de diamètre, en millimètres bien sûr, et on a pour chaque type de sable, 1, 2 et 3, le pourcentage des refus, et on doit calculer les pourcentages cumulés pour chaque échantillon de sable. Donc, on nous demande dans la première question de compléter le tableau en calculant les pourcentages cumulés pour chaque échantillon de sable. Donc, on a pour le sable S1, on a 4% de pourcentage cumulé pour le premier intervalle de diamètre de 2 à 1,6 mm. Donc, comme on a dit dans le cours, toujours pour calculer les pourcentages cumulés, on doit prendre les pourcentages des refus dans chaque tamis et ajouter les pourcentages des refus des tamis supérieurs. Donc, pour le premier tamis, on a dit qu'on garde toujours la même valeur parce qu'il n'y a pas de tamis au-dessus. Donc, 4%, ça va rester 4%. Pour le deuxième intervalle, ou bien le deuxième tamis, on a les pourcentages de refus, c'est 9,3. Donc, pour calculer les pourcentages cumulés, on doit faire la somme de 9,3 plus 4 et on obtient 13,3%. Pour le troisième intervalle de diamètre, on a 11,2 comme pourcentage des refus. On fait la somme de 11,2 plus 13,3 et on obtient 24,5%, etc. Donc, jusqu'à ce qu'on arrive à la valeur de 100% pour le dernier intervalle. On va faire la même chose pour le sable numéro 2. Donc, on a ici, pour les tamis qui ont un diamètre d'émail de 2 jusqu'à 0,5 mm, on n'a pas de particules dans ces tamis. Donc, on a 0% pour chaque intervalle. Ce qui fait les pourcentages cumulés, ça va rester la même chose, 0% partout, jusqu'à ce qu'on arrive ici, où on a 0,1. Cette fois-ci, on va faire la somme de 0,1 avec ce qu'il y a avant, c'est 0. Donc, ça va rester 0,1. Et on continue. Pour avoir 5,3, c'est 5,2 plus 0,1, etc. Ici, on a 0,5 plus 99,5, c'est 100%. Et ici, on a 0. Donc, 0 plus 100, c'est 100%. Donc, ici, ça va rester 100% pour les derniers intervalles. Pour le sable 3, 2,4, ça va rester la même chose, puisqu'on n'a pas de tamis en amont. Ensuite, 5,7 plus 2,4, c'est 8,1, etc. de la même manière, jusqu'à ce qu'on obtienne ici la somme de 100%. Après, ici, quand on ne trouve rien dans les tamis restants, on va faire 0 plus 100, ça va donner 100%. Ensuite, 0 plus 100, 100%, 100%, 100%, etc. Donc, ne mettez pas ici des zéros, mais des 100%. Ne faites pas la faute et mettre 0. Okay? Dans la deuxième question, on nous demande de tracer les histogrammes et les courbes de fréquence pour chaque sable. Donc, afin de tracer les histogrammes et les courbes de fréquence, on doit poser premièrement un repère semi-logarithmique. On met sur l'axe des ordonnées une échelle linéaire pour les pourcentages des refus. Voilà, donc c'est l'axe des ordonnées. Et pour l'axe des abscisses, on doit utiliser une échelle logarithmique à base d'un logarithme décimal pour les diamètres des particules. Et on détermine pour chaque diamètre 2, 1,6, 1,25, 1, etc. On détermine la position de chaque diamètre sur l'axe des abscisses. Et le module qu'on choisit, comme on a dit dans le cours, c'est 8 cm, c'est-à-dire de 10 jusqu'à 1, on a 8 cm. De 1 à 0,1, on a 8 cm. Afin de poser nos diamètres, donc j'ai déjà expliqué cela dans la vidéo sur le repère semi-logarithmique, mais je vais vous donner un exemple. Par exemple, pour le diamètre 2 mm, on a le log de 10, c'est 8 cm, et le log de 2, c'est x. Donc le x, c'est 2,4 cm. Et puisque c'est une valeur positive, donc je vais le signaler, puisque c'est une valeur positive, on va la mettre entre le 1 et le 10, c'est-à-dire vers la gauche. Donc 2
0,4 et ça nous donne la position du diamètre 2 mm. Ainsi de suite pour tous les diamètres qui restent. Je signale seulement que entre le 1 et le 0,1, c'est-à-dire vers la droite du diamètre 1 mm, les distances seront négatives. Vous allez me demander pourquoi ici on écrit log de 10, c'est 8 cm, et pourquoi on commence le calcul à partir du 1. C'est parce que c'est le log de 10. 1, c'est le log de 10. Donc toujours pour déterminer la position d'un diamètre x, on va commencer par le 1 et on calcule la distance ou bien on précise la position du diamètre. Je dois signaler une autre chose. Pourquoi on utilise un repère semi-logarithmique et non pas un repère linéaire simple? C'est parce qu'on en aura besoin pour déterminer la valeur des quartiles. Donc si on ne met pas de repère semi-logarithmique, on va galérer pour déterminer les valeurs des quartiles. Donc on pourrait bien tracer les courbes, il n'y aura pas de problème, mais après quand on va tracer la courbe cumulative et on voudrait faire ressortir les valeurs des quartiles, on ne va pas connaître la valeur exacte des diamètres de Q1 et de Q3. Et ceci va fausser les résultats de l'indice de Trask. Donc voilà, c'est l'histogramme et la courbe de fréquence du sable numéro 1. Bien sûr, comment j'ai tracé l'histogramme et la courbe de fréquence. Donc on met ici les pourcentages des refus sur l'axe des ordonnées et les diamètres des particules sur l'axe des abscisses. Et pour tracer, donc on va utiliser ces données-là. Voilà. C'est-à-dire on va utiliser les pourcentages des refus pour chaque sable afin de tracer l'histogramme et la courbe de fréquence. Je vous laisse le soin de le tracer à tête reposée pour savoir si vous avez bien maîtrisé la technique. On continue. Voilà donc l'histogramme et la courbe de fréquence du sable 2. Toujours c'est le même repère. C'est-à-dire quand on fait les calculs et on détermine les positions des diamètres, ça y est, ça sera pour une fois. Et après, vous utilisez le même repère, il n'y a pas de problème. Et pour le sable 3, voilà l'histogramme et la courbe de fréquence. Après avoir tracé les histogrammes et les courbes de fréquence, on nous demande de décrire les courbes obtenues et déduire le degré d'homogénéité. Donc on va commencer par la description des courbes. Quand on nous demande de décrire, on ne donne aucune information supplémentaire. On dit seulement ce qu'on constate à partir de la courbe. Donc pour le sable 1, voilà la courbe de fréquence. Qu'est-ce qu'on constate sur cette courbe? Donc qu'on a deux maxima. Où sont les maxima? Ce sont ces deux points. Ce sont les deux sommets de la courbe de fréquence. Donc la courbe de fréquence du sable 1, elle présente deux maxima. Elle est donc bimodale. C'est ce qu'on constate. Pour le sable 2, on constate que la courbe de fréquence, elle présente un seul maxima. Le voilà, c'est ce point-là. Donc elle est unimodale. Et pour le sable numéro 3, voilà notre courbe de fréquence. Elle présente aussi un seul sommet, c'est-à-dire un seul maximum. Donc elle est unimodale aussi. Maintenant, on va donner nos déductions. On nous demande de déduire. Donc pour les déductions, le sable 1, c'est un sable hétérogène, puisqu'on a une courbe bimodale, c'est-à-dire il est composé de particules de différents diamètres, de 2 mm jusqu'à 0,08 mm. Qu'est-ce que ça veut dire cela? Donc voilà la courbe de fréquence. Donc on voit qu'elle s'étend sur tous les diamètres étudiés, de 2 jusqu'à 0,08. Donc c'est un large spectre de diamètres. Donc c'est un sable qui est hétérogène, c'est-à-dire formé de particules de différentes tailles, de différents diamètres. Alors que pour le sable 2, on a une courbe unimodale, c'est-à-dire que ce sable il est homogène. Et les particules qui forment le sable numéro 2, on voit qu'elles sont de fines particules. On a la courbe de fréquence, elle commence de 0,4 à peu près jusqu'à
0,1 mm et ce sont les petits diamètres étudiés. Donc on a des particules fines qui composent le sable numéro 2, donc c'est un sable homogène. Pour le sable numéro 3, on a aussi une courbe unimodale, mais cette fois-ci, on a de gros diamètres, de 2 jusqu'à 0,31 à peu près. Donc c'est aussi un sable homogène, mais cette fois-ci, il est formé de grandes particules. Donc voilà nos déductions. Sable 1 hétérogène, le sable 2 il est homogène, composé de particules fines, et le sable 3 il est homogène aussi, mais il est composé de particules de plus grand diamètre. On enchaîne avec la question numéro 4, où on nous demande de tracer les courbes cumulatives des trois sables. Donc toujours on utilise le même repère, donc tout ce qu'on a fait avant ça va être valable pour les courbes cumulatives, sauf que cette fois-ci on va prendre comme grandeur sur l'axe des ordonnées les refus cumulés. Voilà les valeurs qu'on va utiliser pour tracer les courbes cumulatives. Donc ce sont les refus cumulés, que ce soit pour le sable 1, ici pour le sable 2 et pour le sable 3. Je vous laisse le soin de les tracer aussi. Donc moi j'ai voulu tracer les trois courbes dans un seul repère. C'est pour faciliter la compréhension de l'intérêt des courbes cumulatives. Donc ici on a en vert la courbe cumulative du sable 2. Voilà en mauve, celle-là c'est la courbe cumulative du sable 1. Et celle-ci en bleu, c'est la courbe cumulative du sable 3. Vous constatez que les courbes cumulatives aussi, elles s'étendent sur le même spectre de diamètre. Si on prend par exemple le sable 1, de 0,08 jusqu'à 2 mm. Donc on a dit que le sable 1 est formé de particules de divers diamètres, grosses et fines. Le sable 2 par contre, ce sont les faibles diamètres de 0,5 jusqu'à 0,1. Et le sable 3, ce sont les grands diamètres de 2 jusqu'à 0,31. Après avoir tracé nos courbes cumulatives, on pourrait maintenant ressortir les valeurs des quartiles. Pour les Q1, ce sont les 75%. On prend l'intersection de la ligne qui passe par la valeur 75%. Et le point d'intersection, on va le projeter sur l'axe des abscisses. Et on aura les Q1 de chaque sable. La même chose pour les médians, ce sont les 50%. Et pour les Q3, ce sont les 25%. On nous demande maintenant de déterminer les valeurs des quartiles et de calculer l'indice de Trask pour chaque échantillon de sable. Et enfin, de déduire le degré de classement de chacun. On commence par la détermination des valeurs des quartiles. Bien sûr, à partir des courbes cumulatives obtenues, donc on va prendre la valeur ou bien on va calculer la valeur du quartile Q1. Donc pour cela, par exemple, je vais vous montrer pour le sable 1. Donc voilà le sable 1, il est en mauve. Voilà le point d'intersection de la courbe avec la valeur, avec le pourcentage 75%. Donc ça va nous donner cette position-là pour le Q1 du sable numéro 1. Donc on va prendre la distance de 1 jusqu'à Q1, ça fait 1, 2, 3, 4,7 cm. Puisque la position de Q1 elle est entre 1 et 0 et 0,1, c'est-à-dire vers la droite, donc elle aura une valeur négative. Donc on écrit la position du Q1 c'est moins 4,7 cm, sachant que le log de 10 c'est 8 cm toujours. Le log de Q1 c'est moins 4,7 cm, donc la distance elle est maintenant connue. On va déterminer la valeur de Q1 et on obtient c'est 0,258 mm. Pour le Q3, toujours avec notre courbe, voilà les 25%, voilà son intersection avec la courbe cumulative du sable 1, on obtient c'est moins 0,1 cm. Et on va calculer maintenant la valeur de Q3, on obtient 0,97 mm. Donc voilà pour le sable 2. Essayez de faire une pause pour la vidéo afin de bien
calculez vos quartiles. La même chose pour le sable 3. Toujours on applique le même principe. Et vous voyez maintenant avec le repère semi-logarithmique, c'est très facile d'obtenir les valeurs des quartiles. Et l'indice de Trask va être calculé avec précision. Donc on calcule maintenant l'indice de Trask pour chacun des sables. On a les valeurs de Q1 et Q3. On sait que S0, c'est la racine de Q3 sur Q1. Donc on va calculer et on obtient les S0 de chaque type de sable. Pour déduire le degré de classement des sables, on va utiliser le tableau de référence. On a pour le sable 1, S0, il est compris entre 1,74 et 2. Donc c'est un sable, voilà, qui a un mauvais classement. Le sable 2, il a un S0 de 1,125 inférieur à 1,23. Donc c'est un très bon classement. Et pour le sable 3 aussi, il a un très bon classement. Maintenant, après avoir déterminé le classement de chaque type de sable, on va conclure maintenant la nature, c'est-à-dire l'origine de chacun des sables étudiés. On peut se baser sur les courbes de référence, mais on peut s'en passer si on sait bien quelles sont les caractéristiques de chaque sable selon sa nature ou son origine. Pour le sable 1, qu'est-ce qu'on a conclu? Que c'est un sable avec un mauvais classement, que la courbe de fréquence est bimodale, que l'intervalle des diamètres est large, de 2 mm jusqu'à 0,08 mm, et que la courbe cumulative a une pente douce. Voilà la courbe cumulative du sable 1. Vous voyez que c'est elle qui a la pente la plus douce, alors que les autres, ils ont une pente raide. Toutes ces conclusions nous permettent de dire que le sable 1 est un sable fluviatile, c'est-à-dire le sable qui se trouve dans les milieux fluviatiles, les rivières et les fleuves, alors que le sable 2, c'est un sable avec un très bon classement, une courbe de fréquence unimodale, un intervalle de diamètre étroit, entre 0,4 et 0,1 mm, ce sont des faibles diamètres, et une courbe cumulative à pente raide. Toutes ces conclusions nous permettent de dire que le sable 2 est un sable saharien, c'est-à-dire un sable éolien. Pour le sable 3, sable avec un très bon classement, courbe de fréquence unimodale, intervalle de diamètre étroit aussi, mais cette fois-ci entre 2 et 0,4 mm, c'est-à-dire de grand diamètre, et une courbe cumulative à pente raide. Tout ceci nous permet de conclure que le sable 3 est un sable côtier. Donc ces données, vous devez les assimiler, et juste quand vous aurez obtenu les courbes, au début, vous pouvez conclure directement les types de sable. Quand on trouve une courbe de fréquence qui est très large avec de plusieurs diamètres et aussi différents sommets, c'est-à-dire différents maxima, plusieurs maxima, ça y est, on conclut que c'est un sable fluviatile. Quand on a une courbe de fréquence avec de faibles diamètres, unimodal, spectre étroit, c'est un sable saharien. Et quand on a une courbe de fréquence unimodale avec de grands diamètres, c'est un sable côtier. Et à partir des courbes cumulatives, quand on trouve des courbes à pente raide, comme ces deux-là, quand les diamètres sont petits, c'est un sable saharien. Quand les diamètres sont grands, c'est un sable côtier. Et quand la courbe elle a une pente qui est douce, c'est toujours un sable fluviatile. Ce sont les trois exemples en principe qui se posent dans les exercices. Toujours, vous allez trouver ces trois types de sable. On a une dernière question. On nous dit que l'étude statistique des grains de quartz d'un des échantillons étudiés, donc on a pris l'un des trois sables, on a fait l'étude statistique des grains de quartz. Qu'est-ce qu'on a trouvé comme résultat? 9% de grains NU, 25% de grains EL et 70% de grains RM. On nous demande lequel de ces échantillons a été utilisé pour cette étude. C'est-à-dire, est-ce que c'est le sable 1 qui est fluviatile, ou bien le sable 2 qui est saharien, ou bien le sable 3 qui est sable côtier. Donc, puisqu'on a ici toujours, on voit quels sont les pourcentages les plus élevés, c'est-à-dire la dominance de quel type de grain de quartz. Et c'est ce pourcentage qui va nous permettre de déterminer le type de sable étudié. Donc, dans ce sable, on a une dominance des grains de quartz de type RM, c'est le plus grand pourcentage.
Et ces grains de quartz, ils sont caractéristiques d'un sable qui est transporté pour une longue période et de longue distance par le vent. C'est un transport éolien. Donc le sable utilisé dans cette étude, c'est un sable éolien saharien. Et le sable qu'on a dans l'exercice qui a ces caractéristiques-là, c'est le sable numéro 2 qui a été utilisé pour l'étude statistique. Et sur ce, je donne fin aux exercices du chapitre 1 et on passe pour les prochaines séquences où on va étudier le deuxième chapitre de la première unité de géodynamique externe. Et bon courage.